Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. I hope everybody is doing well. Ben oui, non, faut parler en anglais. Ben parce que d'un coup, Donald Trump nous écoute, on sait jamais. C'est rendu que, tu sais, depuis que le Journal de Montréal a fait sa une avec marqué « Stupid », oui, ça a eu des échos jusqu'aux États-Unis. Fait qu'il y a peut-être des gens, peut-être pas Donald Trump lui-même, mais qu'il y a peut-être plein de gens aux États-Unis qui écoutent les médias québécois pour savoir ce qu'on dit à propos des États-Unis. Bonjour, Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche. Hello, Sophie Durocher. Oh, c'est la première fois que je t'entends parler anglais. T'as un petit accent cute, charmant. Ouais, ben souvent on me dit que j'ai l'accent de Georges Saint-Pierre, donc ça dépend. Des fois c'est cute. C'est un accent qui a du punch, c'est ça? Oui, ben ça sometimes I can talk like that, or sometimes I could take the accent. Ok, c'est assez, Parfait. Bon, bonjour Sophie. 10 secondes, c'est bien assez. Mais tout ça pour dire que évidemment tout le monde est insulté, pauvre chouette. Ah non, ça va, je me remets. Tu te gères. La discussion en ce moment à tous les niveaux, hein, que ce soit, on parle évidemment au point de vue industriel, on parle au point de vue de la consommation à l'épicerie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. On parle de l'importance d'acheter local ou en tout cas de diminuer notre dépendance aux produits américains, quels qu'ils soient. Et justement, Luc de la Rochelière, que vous connaissez bien, qui est auteur, compositeur, interprète, a lancé un appel très court, en fait, sur les médias sociaux en disant, écoutez, tu sais, quand on dit acheter local, ça s'applique aussi à la culture et au spectacle. La question, c'est jusqu'où on va. On va en parler avec Luc lui-même. Bonjour Luc, comment vas-tu? Ça va bien, Sophie, merci. Ben, merci ça bien. Va bien. Écoute, je vois dans ton chez-toi, parce qu'on te joint par VMix, que tu as une guitare. Est-ce que c'est une guitare québécoise ou ben donc c'est une Gibson ou une je sais pas quoi? Moi, je connais rien en guitare, là. Mais il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes là-dessus. Il y en a une on en a deux qui sont des bouchées québécoises. Ah, bon. Oui, faites ici. Alors, ça devient difficile. Par contre, lorsqu'on tombe sur les cordes, là, on est vraiment mal pris, là. On est obligé. Il y a certains produits qu'on trouvera pas. On trouvera pas. Mais je te pose la question parce que ça peut avoir l'air anodin, mais c'est vrai que quand on dit achetons local, quand tu as fait, toi, ta sortie sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui t'a écrit justement en disant, ben moi, je le fais, j'achète local, justement, j'achète des guitares bouchées. Alors, tu vois, ça rejoint ce dont on parlait. Ouais. Oui, ben écoute, en fait, ça rejoint toutes sortes de choses. Moi, on dit que ça a été un cri du cœur. En fait, j'ai pas crié, j'ai juste écrit 15 mots comme ça, tout simplement. D'abord sur Blue Sky, j'ai vu que ça réagissait, et puis comme j'ai pas fermé mes pages Facebook parce que j'en ai besoin. Et ça, on pourra peut-être y revenir, mais je les ai mises dessus, et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve avec vous, puis je me suis retrouvé dans le journal ce matin. C'est des mots tout simples, mais on dirait qu'ils ont résonné pour beaucoup de monde, même si dans les faits, nous, ça fait la musique, parce que je parlais surtout de la musique, puis du spectacle vivant. Nous, ça fait une génération là qu'on est dans la fosse aux lions à ce niveau-là, là, et qu'on a été... on va se le dire, laissé un peu seul à se débrouiller avec une machine de diffusion qui n'a finalement pas grand-chose à voir et pas beaucoup d'intérêt pour notre culture à nous ici. Et tout en perdant parallèlement énormément d'appui, énormément de visibilité dans ce qui nous appartenait avant comme chemin naturel pour rejoindre notre monde. Donc, moi, comme beaucoup de monde, j'ai fermé mon Netflix, j'ai fermé mon Vidéo Prime, puis j'ai fermé mon Disney, et puis j'ai réanimé mon Tout TV, puis je me suis dit, bon, mais regarde, j'ai du retard à faire. Illico Plus.
Il y a Illico Plus, aussi. oui, oui. Bon. Ben ça, je l'ai sur la TV, ça, oui, Bon. c'est ça. Ça, je l'ai sur le tu câble. dis... Mais, tu sais, pour réanimer, puis je me rends compte que j'ai du retard. Tu sais, moi, Ben je suis un oui. artiste, je suis un artisan de la culture québécoise. Et même moi, dans ma situation à moi, je me rends compte que il y a plein d'affaires que j'ai manquées ces dernières années parce que je m'étais fait prendre le bras dans le broyeur de toutes ces grandes plateformes-là qui t'offrent constamment des nouvelles affaires et où tout ce qui est de culture locale est inexistant. Donc, c'est pas, moi, je lance pas la pierre aux gens d'avoir un peu perdu de vue la culture québécoise. C'est comme on dirait que toute la machine travaillait pour, c'est ça pour ça, mais là, profitons-en, tu sais, quitte à acheter des légumes d'ici, puis des outils, puis des guitares d'ici, pourquoi pas en profiter pour redécouvrir les artistes d'ici qui sont bons, qui ont, veut dire, quelque chose à offrir et qui, en plus, sont moins chers. Voilà, alors je vais faire une blague vraiment de très mauvais goût. Tant qu'à acheter des navets... Attention. Tant qu'à acheter des navets québécois, autant regarder des films québécois qui ne sont pas des navets. Ce sera toute l'étendue de ma blague aujourd'hui. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche, va nous dire un petit peu ce que les gens pensent de ta sortie sur les médias sociaux, Luc. Ben particulièrement, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur les guitares. Donc, Jean-Guy qui nous écrit pour nous dire voici une autre marque qui est fabriquée au Québec, c'est les guitares Godin qui c'est dans le coin de La Patrie. Donc, quand on se posait la question, ben on nous écoute et on nous propose des produits québécois. Je vais continuer de suivre ce que vous nous dites en ligne et n'hésitez pas à m'écrire 1-877-827-2346 pour réagir aux entrevues de Sophie. Alors, des guitares Godin, des guitares Boucher, écoutez Illico, écoutez Tout.tv, tout ça, je veux bien. Je vais quand même te poser une question, Luc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté triste? Je t'explique ce que je veux dire, c'est que... toi et moi, on a peut-être à peu près le même âge. Je t'ai reçu, je sais pas trop combien de fois quand je faisais l'émission Les Choix de Sophie. À l'époque, il y avait un magazine culturel, puis un autre, puis il y en avait à Radio-Canada, puis il y en avait à Télé-Québec, puis il y en avait à TVA. Puis tout le monde, il y avait plein d'émissions à la télé où on recevait des artistes québécois, où vous pouviez venir puis chanter des chansons. 25 ans plus tard, elles sont où ces émissions-là? Ben, il y en a plus ou presque plus, puis il y en a vraiment pas assez pour vous dire ce qui se crée, parce que les artistes ont jamais arrêté de créer. C'est cette espèce de ce courroie de transmission-là qui fait connaître nos projets. Ben, en fait, il y a encore une couverture. Moi, je jette pas comment dire, lorsque j'ai sorti mon plus récent projet, Les Dévadés, on en a parlé beaucoup dans les médias puis dans les sources qui existent encore. Mais ça dure une semaine ou deux. Après ça, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de suite. Lorsque vient le temps de sortir la tournée pour venir couvrir, il n'y a plus de journalistes qui couvrent les spectacles. Il n'y a plus et ça, c'est toute la faute de la même chose, justement. On en a un peu, mais c'est pas la dans faute le domaine aux Américains. culturel. Oui, mais c'est que ce que je veux dire, là où je veux en venir, Luc, c'est que c'est oui, c'est parce qu'on a abandonné. On a abandonné, oui. Mais non, c'est ça, c'est facile de dire, c'est la faute aux Américains. Les Américains ont le rouleau compresseur. Moi, je pose la question, est-ce que c'est possible que nous, on aime ça aussi, se faire rouler, compresser? Comprends-tu? On a une part de responsabilité aussi. Je regarde des chiffres que je veux te soumettre. Les collègues du journal La Presse ont fait un texte récemment, je pense que c'est Jean-Hugues Roy, où il a demandé aux gens de la disque de donner des chiffres sur les consommateurs québécois, quel pourcentage sur toutes les plateformes, Spotify puis toutes les autres, le pourcentage de musique en français qu'on écoute, c'est moins de 6%. Il y a 2 dates auxquelles les Québécois écoutent de la musique québécoise en français, la Saint-Jean, le 24 juin, puis Noël. Puis entre la Saint-Jean puis Noël, on n'écoute pas. Fait que c'est rendu folklorique, la musique québécoise, Luc. C'est parce qu'elle doit être entendue et c'est sûr qu'assez rapidement, dans le domaine de la musique, on nous a pelleté, on nous a dit c'est fini, comment dire, les médias, les gens, lorsqu'ils entendent une chanson à la télé, ils zappent et tout ça. Alors maintenant, la musique, ça se passe sur Internet. Mais sur Internet, ça a été pour nous une machine à disparaître culturellement. Donc, on nous a
enlever toutes ces visibilités-là qu'on avait. Tu sais, j'ai entendu un petit bout d'une entrevue de M. Denoncourt récemment où il disait qu'il y a des gens pour qui ce serait la responsabilité de faire ces émissions-là qui tireront pas des grosses cotes d'écoute, mais les gens qui vont écouter ça sont des gens essentiels à la survie de notre culture. Et là, je parle pas des artistes, je parle des gens qui aiment la culture, qui veulent savoir ce qui se passe, qui après vont venir dans nos salles, vont venir nous voir en spectacle. Oui. Et ça, je voulais juste dire, je voulais juste rajouter, parce que mon but de ça, c'était pas de faire du chiolage. Hein. Au Québec, on aime beaucoup le chiolage, mais on n'aime pas les chialeux, puis je veux que le monde m'aime. Tu comprends? Fait que là, tu sais, ce que je voulais dire, c'est d'abord et avant tout, il existe quelque chose qui est le spectacle vivant, qui est un peu en chanson ce qui nous reste le plus, hein, ce qui nous reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas remplacer. Et dans une démarche collective de remplacer des produits états-uniens par des produits locaux, ben, c'est pourquoi pas inclure ça aussi? Parce qu'en plus, honnêtement, moi, dans tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce que j'ai senti, c'est qu'on était tous figés chacun de notre bord. On était tous seuls. Et un spectacle, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est une occasion d'être avec d'autres personnes, de célébrer quelque chose, de se reconnaître. Les gens se reconnaîtront jamais autant dans des artistes québécois qui vivent ce qu'ils vivent puis qui racontent, tu sais, ce qu'on fait, les artistes québécois, on le sait, on le fait d'abord et avant tout pour les gens d'ici parce que le marché mondial, encore plus aujourd'hui qu'autrefois, nous est pas mal fermé, on va se le dire. Hein, bon, donc, à moins d'embarquer, de changer de langue, de changer toutes sortes de choses, là, et ce faisant, de perdre un peu ce qui fait qu'on est des artistes, qu'on est des artistes typiquement québécois, mettons, là, c'est notre, je veux dire, particularité. Donc, le spectacle, c'est un lieu de rencontre. C'est pas un moment en ce moment pour rester seul. Il faut qu'on se sente ensemble. Il faut qu'on se sente solidaire. Toutes les grandes machines des GAFA, des réseaux sociaux ou asociaux, tout est mis en œuvre pour qu'on se divise. Alors, retrouvons-nous. La musique est une façon extraordinaire de se retrouver, de vibrer aux mêmes choses, qu'on se dise de droite, de gauche, du milieu. Une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Et ça, on a vraiment besoin de ça parce qu'on est agressé en ce moment. Ben justement, j'aimerais ça parce que là, évidemment, quand je me suis dit je vais interviewer Luc de la Rochelière, je me suis dit il faut que je fasse puis on va parler de l'Amérique, on va en écouter un petit extrait de ta tune Amer America qui est quand même la chanson qui t'a fait connaître. Elle a 40 ans. Du bord de l'Amérique du Nord, le royaume apathique d'une ville tranquille où à chaque matin, bois ma tasse de café sans trop me salir les mains. C'est intéressant, tu dis, elle a 40 ans, cette chanson-là, donc 84. Je l'ai écrit en 1985. Excuse-moi, je l'ai écrit en 1985. 85? Donc, elle a été écrite, mais elle est sortie. En fait, j'ai gagné le Festival de la chanson Granby en 1986 avec cette chanson-là. Donc oui, c'est la chanson. Oui, elle me suit encore, oui. Elle te suit encore, mais je vais te poser une question que tu n'aimeras pas. Est-ce que tu arrives à bien vivre de la musique, toi et Andrea Lindsay, qui est ta conjointe, qui est la mère de ton enfant, et qui est elle aussi musicienne, auteur, compositeur, interprète. Arrivez-vous à bien vivre de la musique? Est-ce qu'un artiste québécois peut bien vivre de la musique en 2025? Ben en fait, mon histoire à moi est pas celle d'un jeune artiste qui sort aujourd'hui, d'un ou une jeune artiste, on s'entend. Ouais. C'est pas la même histoire parce que moi j'ai vécu la fin d'un âge d'or, j'ai pas vécu le début de l'âge d'or, je suis pas ce qu'on appelle un boomer, ce qu'on appelle un X. Et donc, j'ai pu profiter quand même de la queue de cette, comète-là, de grande visibilité, justement, où la chanson était mise très à l'avant, tu sais. En fait, la chanson québécoise, ça marchait tellement ici que même les Américains s'intéressaient à nous. Ah, tu comprends? Ben c'est ça. On la valorisait. C'est sûr que quand on se valorise soi-même, on intéresse les autres. Ça, c'est un autre point, mais ça. Mais
les Américains, les Européens, puis tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui se passait et c'est une époque où on était beaucoup mieux rémunérés pour ce qu'on faisait. Et moi, j'ai pu quand même, à travers les années, mettre beaucoup de chansons. Il y a toutes les chansons qu'on connaissent de moi, mais il y a des chansons moins connues, des chansons que j'ai fait pour d'autres. Mm-hmm. Donc, j'ai un certain catalogue qui me permettent d'avoir une base. D'accord. Par-dessus ça, C'est bien il faut répondu. que je gagne ma vie, faut que je rajoute des sous pour faire mon année. Pour Andrea, c'est la même chose, mais elle est plus jeune que moi, donc elle a pas vécu cette ère-là là, c'est comment dire, de grand l'âge d'or où on peut se ramasser un catalogue et avec ses redevances de droits d'auteur assurer, disons, un plancher là qui paye certaines dépenses de base. Mais le point, Luc, c'est quand même que t'as un nom que tout le monde connaît au Québec et il reste que t'es... si je suis riche, non. Je suis pas riche, non. Bon, c'est ça. Je le serai pas. mais ce que je veux dire... Je le suis pas et je le serai pas, ouais. C'est que on a beau dire il faut recommencer à acheter local en culture... On a du rattrapage à faire parce que le rapport que les Québécois ont avec leur propre culture aujourd'hui n'est absolument pas le même que celui que toi, tu as connu pendant l'âge d'or. Cybèle, peut-être une autre question d'un auditeur ou d'une auditrice? Oui, ben en fait, c'est un auditeur qui nous appelait plutôt un problème en disant, là, tu sais, on vit des problèmes comme ça. Présentement, on en parle, mais finalement, quand la tempête va passer, est-ce qu'on va pas revenir à nos vieilles habitudes? Puis j'en profiterai peut-être pour glisser un petit mot par rapport à ce qu'on dit depuis tantôt sur la vitrine, qui est une solution, en fait, un problème. Si vous connaissez pas ça, c'est un organisme à but non lucratif, justement, qui rassemble les événements culturels. Donc, Luc de la Rochelière, ça comporte pas la musique, mais vous le connaissez sans doute, c'est un endroit où vous pouvez aller chercher toute la scène culturelle québécoise en un seul et même endroit, puis voir quels sont les spectacles. Donc, quand vous voulez encourager local, encourager la culture québécoise, rendez-vous là. Et il y a même un petit onglet Saint-Valentin si vous cherchez des petits rendez-vous le fun culturels. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on fait au Québec, qui existe, qui est en place, qui mérite de se faire connaître. Voilà. Donc voilà, à chaque problème, sa solution, Sophie. Absolument, tout à fait. Donc Luc, même si on regarde en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique, on est plutôt amer. Ça fait plaisir de t'avoir parlé 40 ans après la création d'Amer America. Et t'as bien fait. Je sais que t'aimes pas l'expression cri du cœur. Appelons ça, disons, une déclaration d'amour à la culture québécoise. C'était bien senti et ça valait la peine. Ben, je voulais surtout que ça soit une main tendue, puis surtout, comme je le disais, un message de ne restez pas seul. Tu sais, moi, récemment, avec ma blonde, tu sais, en plein pendant toute la tempête là, de Trump, les déclarations, puis 51e État, puis tout ça, j'avais acheté des billets pour aller voir Louise Latraverse à l'Outremont. Et si tu savais le bien que ça nous a fait d'être là avec ces gens-là dans la salle et de vivre ce moment-là avec elle, ne nous privons pas de ça parce qu'on en a besoin. Et je le dis souvent, mais pour un billet de spectacle d'un gros show états-unien dans un aréna, vous allez pouvoir passer au moins 4 soirées avec des excellents spectacles de gens d'ici qui ont peut-être des choses à vous dire, qui vous regardent encore plus. Absolument, tu as tout à fait raison. Luc, merci beaucoup, puis salutations à Andrea, on lui donne un petit bisou. Elle n'est pas d'origine américaine, elle est ontarienne, elle a, attention. Oui, Andrea est canadienne, c'est une Canadienne anglophone et francophile qui a décidé de travailler en français. Ici. Et on la remercie pour ça. Merci beaucoup, voilà. Luc. Au revoir. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous continuez de réagir en grand nombre aux propos de Luc de la Rochelière qui parlait de l'importance d'acheter local, pas juste en termes de navets et de carottes, mais de culture aussi. Cybèle, je me tourne vers toi parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais quand même, c'est pas une obligation. Là, on achètera bien ce qu'on veut comme produit culturel, en gros. » là. En effet, c'est le dernier message que j'ai reçu de Louis de Lévis qui dit « Je suis désolée, mais moi, je me sens agressée quand on m'oblige à consommer de la musique française via les quotas
du CRTC. J'écoute du québécois, mais rien qui passe à la radio. J'écoute davantage d'anglophones et ça devrait rester un choix et non une obligation. Ça demeure un loisir, un passe-temps et c'est chacun selon ses goûts. Vous avez raison, c'est Louis qui s'appelle? Oui, tout à fait. Louis a raison. C'est sûr que c'est... En fait, ce que disait Luc de La Rochelière, c'est un encouragement à une certaine découvrabilité. Genre, aller découvrir des artistes québécois, c'est pas un fusil sur la tempe en disant vous devez absolument... c'est ça ou c'est rien. Mais non, c'est ça, là. Tu sais, Luc, on le connaît quand même, il est super sympathique. Et on va continuer à parler justement de souveraineté culturelle face aux Américains avec Thierry Darès. Thierry Darès, qui est consultant en gastronomie et en alimentation. Thierry, bonjour d'abord. Bonjour Sophie, bonjour merci à de tous. venir en studio, c'est très apprécié. T'as fait toi aussi un petit cri du cœur sur les médias sociaux. Quand la SAQ a dit qu'ils arrêtaient de vendre des produits de viticole américains, la LCBO d'ailleurs aussi fait la même chose en Ontario. Toi, t'as dit c'est bien, mais est-ce qu'on peut aussi arrêter, et là je te cite, est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder... Dans le contexte, non. Non, mais c'est parce que c'est sûr, t'es français. J'assume. Il dit il y a une réglementation qui emmerde tous les vignerons du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour arrêter de les emmerder, les vignerons du Québec? Ouais, déjà, je veux faire un petit retour en arrière. Tu sais, quand il y a eu la guerre aussi en Ukraine, on a enlevé la vodka aussi des tablettes. Ça, on l'oublie, mais on l'a enlevé aussi. T'as puis tout à fait raison. 3 ans plus tard, il y a encore la guerre. Donc, c'est pas ça qui a pu changer quoi que ce soit. Ça n'a pas influencé Poutine. Poutine n'a pas dit « Hey boy, petite vodka, la Smirnoff qui est plus là. » Non, là, je fais une caricature en disant ça. Mais non, effectivement, moi, je pense que si on peut boycotter, on peut boycotter. Mais il faut toujours faire les choses aussi en même temps. Et autant, des fois, on peut critiquer le en même temps. Mais là, ça serait bien aussi qu'on mette en avant et qu'on aide des producteurs d'ici, qu'on leur donne de la visibilité, qu'on aide aussi une réglementation qui est très, très lourde. Je vais te donner un exemple. Vas-y, j'adore les exemples. Oui, je vais te donner un exemple. Sais-tu depuis combien de temps la loi sur les alcools et les spiritueux existe au Canada? J'imagine depuis 1867, la 1921. Ça, c'est là. Pas pire, quand même. Ouais, ça, c'est, tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, elle est dépassée, la loi, c'est ça que tu veux nous dire? Mais on n'est plus là, je veux dire, il faut complètement... Alors, en plus de ça, il y a des barrières qui empêchent les gens qui veulent entreprendre. Tu sais que nous sommes ici au Québec des gens qui adorent entreprendre. On a beaucoup d'idées, on a une créativité extraordinaire, mais on empêche les gens à se développer, à être... unique, et en plus on leur met des barrières. Par exemple, si tu vends ton produit dans ton vignoble ou à ta distillerie, il faut que tu le vendes au même prix que la SAQ. Tu comprends? Donc, non, mais c'est complètement ridicule. Attends, parce qu'au moins, les gens pourraient avoir un avantage en disant je vais aller l'acheter. Je vais aller les encourager sur place, etc. Parce qu'en plus, une fois que tu es sur place, tu vois les vignes. Tu achètes d'autres. Tu sais, on le fait quand on va en Toscane. Pourquoi on le ferait pas quand on va en Estrie ou ailleurs? Ça pourrait être déjà juste un point. Mais en plus, la SAQ exige une majoration, donc que tu dois donner un autre montant d'argent pour les droits de gestion. Et sais-tu de combien que ça représente? Non. 50%. Tu me niaises-tu? Je niaise pas. J'adore entendre le mot niaise dans ta bouche avec ton petit accent charmant. J'arrive pas à l'enlever, donc je vais le garder, cet accent-là. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est terrible. On est en train d'empêcher les gens de se développer comme ils devraient l'être. Et c'est ça qui est pas normal. Alors, oui, effectivement, c'est un effet d'annonce de dire on va boycotter les produits américains, etc. Faites-le ceux qui veulent le faire. Moi, personnellement, je suis pas un consommateur de vin américain, donc ça me gêne pas vraiment. Pourquoi tu les trouves trop boisés, trop sucrés, trop... C'est très drôle. Non, c'est parce que t'es chauvin un peu. Dis-moi pas, écoute... je suis sûre que c'est ça. Regarde, il rougit. Pas du tout. Il rougit, Thierry Darès. Pas du tout, parce que j'adore les vins italiens, espagnols, portugais, etc. Bon, je suis moins t'es chauvin d'Europe. Disons que c'est ce qui se fait de mieux, peut-être. C'est ça. Là, c'est mon côté chauvin de le dire, mais je pense que oui. Alors, évidemment, il y a une vidéo qui est passée là, 1 ou 2 jours suite à ça, où on prenait un vin chipote, on rajoutait un peu de sirop d'érable, quelques gouttes de vanille, et voilà, vous avez un vin américain. C'est vrai que c'est très drôle. Bon, j'aurais rajouté des copeaux de bois, moi. Voilà, mais tu sais qu'il y a certains vignerons américains qui le font. Hein, ça se fait moins. Mais ça se fait moins, évidemment. Mais il y a une époque, tu savais ça, on faisait infuser le vin avec des copeaux. Parce qu'ils se sont dit, les Américains, qu'est-ce qui fait la particularité des vins européens? C'est le fait qu'ils soient conservés dans des fûts
en bois, des fûts en chêne. Et donc, pour avoir le côté boisé, on ne va quand même pas s'emmerder à prendre des fûts en bois. On va prendre des petits copeaux de bois et on va mettre ça dans le vin. Mais quand même, ils ont le sens de l'imagination. Mais revenons-en aux vignerons québécois, parce que, en fait, ce que tu dis peut s'appliquer aussi à d'autres domaines au Québec en alimentation, de produits fins ou de produits locaux, gastronomiques, où on n'a pas tout mis en œuvre pour mettre en valeur ces produits-là. Je suis vraiment d'accord avec toi, Sophie, parce que c'est exactement le point. Moi, en octobre, j'ai été faire la petite tournée justement des vignobles, des producteurs, des artisans dans les cantons de l'Est, en Estrie. J'ai été faire mon petit tour. Et à chaque fois que je parlais avec un artisan ou un producteur, le message était le même. Le message, c'est on n'a pas de visibilité. Voilà. On nous oublie. On est complètement acquis, on fait rien. Et c'est eux-mêmes qui organisent. Alors, ils se font des trucs de blé d'Inde pour ajouter des trucs. Ils se font des parties, ils se font des barbecues, etc. pour créer de l'animation. Mario Pelcha, il chante. Puis là, il se fait dire qu'il n'y a pas le droit de chanter. Il n'y a plus le droit de chanter. Voilà. Non, mais tu comprends ce que je dis. On ne cède pas. On se tire dans le pied constamment. On donne de la visibilité aux autres. Puis à nous, on est en arrière de tout le monde. Là, je veux t'entendre sur quelque chose, parce que on est tous les deux d'origine européenne. Moi, je suis née en France, mais de parents canadiens, mais toi, t'es né en France de parents français. Donc, on sait que quiconque, de toute façon, a mis les pieds en Europe un jour dans sa vie, sait fort bien que tu te promènes dans n'importe quel petit coin, dans le fin fond de l'Ardèche ou dans le fin fond des Pouilles, et tu vas rentrer dans une petite boutique locale. Et il va pas y avoir juste des touristes, il va y avoir les gens locaux achètent locaux, pas parce que il faut encourager un artisan local, parce que c'est bon, parce que c'est ton voisin, parce que c'est le gars qui est le parent des enfants avec qui tu vas à l'école. Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là au Québec de dire je vais aller acheter le produit de ma tante Rita au coin de la 4e avenue à Sorel parce que c'est bon, parce que en plus parce que c'est bon, point. Oui, c'est un très bon point aussi, parce que justement, il y a aussi cette valeur qu'on doit donner à notre fierté. Si tu vas à Vancouver, hein, tu vas boire des vins de la vallée d'Okanagan. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout le monde est très fier de prendre ces vins-là. Absolument. Ici, on avait l'excuse, entre guillemets, de dire « Ah oui, mais les vins québécois, c'est pas bon, ou les spiritueux, c'est pas bon. » C'est fini, ça. Allez faire un tour, vous allez goûter, vous allez voir la différence qu'il y a entre aujourd'hui et v'là 15 ans, quand les vignerons avaient envie de faire du vin. Il y a une progression qualitative. Les fromages, les spiritueux, du vermouth, les gins, les vodkas, tout ça, c'est extraordinaire. On n'a pas à rougir des produits qu'on fait ici. Et moi, je pense que pour des produits équivalents, on devrait au minimum avoir la fierté de prendre des produits d'ici plutôt que de les prendre ailleurs. Si c'est pas bon, effectivement, on a le droit de prendre un produit qui vient que ça soit de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, anyway. Mais l'idée, c'est de vraiment de mettre en avant ce qui peut faire notre fierté. Et aujourd'hui, on a le droit d'être fiers, sincèrement, de ce qui se fait ici. Absolument. Alors, il y a nos collègues du Journal de Montréal qui ont fait un texte sur le fait qu'il y a des restaurateurs québécois. Puis toi, tu as travaillé évidemment très, très, très longtemps en restauration. Des restaurateurs québécois qui mettent tout en œuvre pour retirer les produits américains de leur menu. C'est pas évident, parce que des fois, il y a des produits qui rentrent dans la gastronomie. C'est difficile de trouver un équivalent québécois, ou en tout cas un équivalent non-américain. Est-ce que, en faisant ça, on n'est pas en train de punir des artisans américains pour des décisions prises par le monsieur avec les cheveux oranges? Je veux dire, c'était un petit producteur, un petit éleveur, mettons, dans le Vermont, ou justement, le vin de Willamette, là, moi, la région autour de Washington, le vin de Willamette, je trouve que c'est excellent. Donc, pourquoi on boycotterait certains produits qui sont très bons? Parce que le big boss en haut est un plouc. Non, c'est vrai que pour les multinationales, on peut avoir des réflexes préférentiels ici. Puis sur les petits producteurs, moi je vais toujours quand même favoriser ce qui se fait ici, que ce soit pour les vins, que ce soit pour les produits. Ouais. Je vais quand même avoir ce petit réflexe, je veux dire, de chez nationaliste. nous. Nationaliste, parce que j'ai ça sur le cœur. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas obligé
sur des produits équivalents, de pas aller éventuellement voir ailleurs. Je veux dire, oui, il peut y avoir un parmesan d'ici qui peut être bien, mais c'est sûr que si tu as un parmesan d'Italie qui est de très grande qualité puis que tu veux te gâter de temps en temps, tu peux le prendre. Je peux pas non plus virer fou. Tu sais, de toute façon, l'huile d'olive ici, on n'en aura pas. Hein? Non. Donc déjà en partant. La dernière fois que j'ai vérifié, non, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses. Même en Europe, il y a certains coins d'Europe où même ils ont de la difficulté. Je pense au Portugal, si je ne m'abuse. Ouais, le Portugal est. Il y a un petit peu de difficulté, même localement, avec la production d'olives. Ouais, bah ça c'est inondé surtout par le marché espagnol qui font beaucoup de fraude avec l'huile d'olive. Il y a énormément de fraude, c'est-à-dire que les olives sont produites en Espagne, inondent le marché portugais ou italien, c'est pressé et mis en bouteille en Italie. Et on dit made in Italy. Hein. Ouais. Ça c'est des choses qui existent aussi. Fatto in Italia, ma non è vero, non è vero. Mais si tu me permets, j'aimerais revenir sur les restaurateurs qui ont pris cette initiative. Toutes les initiatives sont bonnes de toute façon quand on veut se démarquer. Ouais. Mais il faut quand même savoir qu'à moins d'avoir 90% de sa carte des vins qui était des vins américains, ça changera pas énormément beaucoup sur la réaction et sur la démarche au niveau des clients, par exemple. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, Aliments du Québec au menu, qui est fait par Aliments du Québec, donc un concours qui met en avant tous les restaurants qui, eux, privilégient tous les produits du Québec. Et on parle pas de 10-15 restaurants qui le font, ça. Non. On parle de centaines de restaurants au Québec qui ont pris cette démarche-là déjà 6, 7, 8 ans. Le concours vaut à encourager et récompenser, par exemple, les gens qui vont mettre ça en avant. Et là, je vais te donner des pourcentages. C'est très, très important. Je veux dire, on va jusqu'à 90 à 95% de la totalité des produits du menu qui sont, et vins et spiritueux, qui sont sur ces menus-là, qui font partie du concours. Alors, c'est très gentil. Merci beaucoup, Jean-Philippe Leroux. Tu nous amènes sur la page de Aliments du Québec au menu. Donc, alors, remonte un petit peu, s'il te plaît, Jean-Philippe, si tu veux bien, parce que je viens de voir reste là-dessus, trouver où manger localement au Québec. Ça, c'est génial. Parce que tout à l'heure, Cybèle, qui est fabuleuse, nous a reparlé de la vitrine du Québec, où on peut trouver n'importe quel jour de la semaine les spectacles qu'il y a dans le coin ou autour de là où on est, les spectacles québécois. Mais moi, je compléterais avec cet outil-là qui nous permet de dire, ce soir, on va manger au restaurant Minou. Allons dans un endroit où la majorité des produits seront... Surtout avec Minou, c'est très important, mon petit chat. Mon petit chat, toi, tu vas manger au restaurant avec ton chat. Il y a même une catégorie, apporter votre vin aussi. Ça peut-être... Oui, c'est peut-être moins bon pour les restaurateurs, mais quand même pour les gens qui pourraient penser non, mais moi, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, moins cher. Moi, là, je vais te le dire, Cybèle, je suis écœurée de payer, d'aller dans un restaurant, la bouteille la moins chère est $60, plus 15% de service, plus 15% de taxes. Ça vous coûte $90 pour une bouteille qui est à $20 à la SAQ. Donc, j'encourage les restaurants à apporter votre vin. D'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, le restaurant Autun à Montréal, alors, bien sûr, accent circonflexe, THYM. Ont déménagé, ils ont dans un nouveau local dernièrement, 2 fois plus grand. Eux, il y a 3 ans, ont été le restaurant de l'année, donc c'est-à-dire le meilleur restaurant de l'année, parce qu'ils sont à 95 ou 99% de la totalité des produits. Et en plus, c'est un restaurant apporter votre son vin. Donc, alors, on apporte un vin québécois. Exactement, je peux parler, par exemple, quand j'habitais, parce que j'avais une maison avant dans les cantons de l'Est, Domaine du Ridge, des très bons vins. Les vins blancs sont superbes. Là. Et puis même Galliano. Ben oui. Mais Galliano, il fait un sacré bon vin rouge. Mais t'as le Val Caudalie, par exemple, pour les vermouths. Le Val Caudalie. Mais pour les vermouths, si vous avez un vermouth qui vient d'Italie ou d'ailleurs, et prenez celui-ci, il est fantastique. Non, mais aussi, Val Caudalie, allez sur place. C'est magnifique. Sont adorables en plus. Ce sont des vallées et des vallées remplies de vergers, de vignes. C'est tellement beau, c'est tellement romantique. Moi, un vin que j'ai découvert aussi, c'est le vignoble, les Bacchantes, les Bachantes. Les Bachantes. On n'est pas d'accord. Mais non, mais les bacchanales, ça se prononce CCH. Oui. Allez, les Français, on veut un débat. Là. Ah ouais, c'est ça. Les de la télé française. Okay, non, mais parfait. voilà, j'ai découvert ça récemment et c'est super bon. Alors, publicité gratuite, les Bachantes ou Bachantes. Créma hier, Bacchante aujourd'hui. Non, c'est Bacchante. C'est ma tante Sophie dit que c'est Bacchante, c'est Bacchante. Oui, merci beaucoup. Swing la Bacchante dans le fond de la boîte à voix. Merci Thierry Darès. Ça me fait plaisir. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on se parle cette année. Merci beaucoup Thierry. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur.
Rémi Villemur est avec nous, comme tous les mardis. Hier, à l'émission, Rémi, on a reçu François Chapleau, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Imaginez-vous, il tient des propos tellement scandaleux, il dit qu'il y a juste 2 sexes. Mm-hmm. Masculin, féminin. C'est rendu que c'est vraiment scandaleux en 2025 de dire ça. Et il est venu analyser le rapport du GRI, cet organisme donc qui, entre autres, va dans les écoles pour combattre la discrimination envers la communauté LGBTQ. Et en fait, il a démoli le rapport du GRI qui nous laissait entendre il y a 2 semaines qu'il y avait une épouvantable montée de l'intolérance dans les écoles québécoises. Toi, tu as pris connaissance, évidemment, du rapport. Est-ce qu'on s'est fait rouler dans la farine, Rémi? Ben non seulement on s'est fait rouler dans la farine, mais il n'est pas inutile de rappeler à chaque fois que ça, c'est financé par des fonds publics, ce genre d'enquête-là. Là. OK? C'est pas un mécène qui finance une recherche pareille. Ça doit coûter quelques dizaines de milliers de dollars. Hein, on imprime des feuilles, on les fait circuler, on mobilise des gens. Pour arriver à quoi? Pour arriver à un résultat qui est purement idéologique. Vraiment, là. OK, on a des experts de la diversité sexuelle, de la diversité de genre. Là, moi, je me perds là-dedans, mais c'est normal que moi, je me perde là-dedans. Mais eux, ce sont des experts et eux se perdent là-dedans. C'est ce que M. Chapleau relevait hier en disant, on dirait qu'on confond des trucs. Finalement, on nous dit, on travaille là-dessus, on tire une conclusion là-dessus. Mais non, vous travaillez là-dessus plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, par exemple, que dans le sondage, le questionnaire qu'on a remis à, je pense, 35 000 élèves à travers le Québec, on leur parlait de questions d'orientation sexuelle. Donc, un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Or, dans l'analyse de ce questionnaire-là, on parlait du genre. Le genre et le sexe sont 2 concepts différents. Le sexe est immuable, le genre est fluide. Oui, un transsexuel, c'est pas une orientation sexuelle. Et d'ailleurs, c'est pas couvert dans le rapport, mais on dit que la transphobie est en croissance. Écoute, c'est un travail extrêmement mal fait. Si j'étais un professeur, je dirais c'est une mauvaise copie. Ouais. Vraiment, là. Et je me pose toujours la même question. Et c'est pour ça que je voulais venir t'en parler aujourd'hui, Sophie. Je me demande, à la lumière de travail comme ça, ou plutôt de travaux mal faits, au pluriel, parce que ça s'accumule au fil des années, jusqu'à quel point ces organismes-là veulent changer le monde? Jusqu'à quel point ils ont une cause et elle leur tient à cœur? Suis-moi. Le problème qu'on remarque quand on lit le rapport, c'est que, par exemple, il y a une disparité dans, on dit l'intolérance, mais c'est plutôt l'inconfort, chez les jeunes qui pratiquent la religion. Mm-hmm. Mais ça fait pas partie des conclusions du rapport. Il faut lire le rapport comme du monde, faut faire le travail soi-même, OK, puis c'est un travail qu'on peut pas tous faire, là. C'est un rapport qui fait plusieurs dizaines de pages, si c'est pas plus. Et donc, mais elle est là la cause, l'une des causes en tout cas, mais puisque ça vient d'une aile très progressiste, woke, qui ne veut surtout pas accabler les minorités, OK? Par exemple, les gens qui pratiquent la religion. On tait les résultats de la On tait les résultats, recherche. sauf que moi, j'en reviens à ma question de départ. Jusqu'à quel point on veut changer le monde et jusqu'à quel point ça nous tient à cœur, cette cause-là, si en partant, on dit les causes, on ne les nommera pas et on n'en tiendra pas compte. C'est grave, ça. Hein, C'est-à-dire qu'on pose une question dont on ne veut pas connaître la réponse. Ben, c'est exactement ça. Et là, puisqu'on peut pas quand même éviter vulgairement le sujet, on la mentionne quand même, on mentionne les données, mais il faut quand même les trouver soi-même parce que c'est ça que M. Chapleau a fait. Il est passé au travers du rapport. Alors, c'est très important de dire que dans ce questionnaire qu'on a remis aux élèves, c'est-à-dire qu'en fait, les gens du GRI vont dans les écoles et après distribuent des questionnaires et posent des questions aux gens. Alors, on demandait, par exemple, aux étudiants québécois, si tu apprends que ton meilleur ami est lesbienne ou gay, est-ce que tu es un peu mal à l'aise, moyennement mal à l'aise, très mal à l'aise? On posait des questions, par exemple, comment tu te sens des parents homosexuels qui... l'homoparentalité, donc des parents homosexuels qui élèvent un enfant, etc. Ce genre de questions-là. Et on faisait, parallèlement, dans le questionnaire, on demandait aux étudiants, est-ce que c'était des filles, est-ce que c'était des garçons, est-ce que c'était autre, et on leur demandait, est-ce que toi, tu te considères religieux? C'est quoi ton degré de religiosité? Est-ce que tu es pratiquant? Et est-ce que... Et donc, quand on fait l'analyse, on voit qu'il y a une corrélation. Hein? C'est un terme scientifique pour dire plus les élèves s'identifient à une religion, plus ils sont mal à l'aise
avec l'homosexualité. C'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles au Québec au cours des 10 dernières années? Ben, on va le nommer l'enjeu parce qu'on reprochera pas à des gens de pas le nommer. C'est l'enjeu de l'immigration. Donc, on va le nommer s'il y a des gens qui nous ont pas suivis. C'est exactement ça qui s'est passé. La population québécoise, elle a changé sur le plan démographique. Le profil du Québécois moyen, il a changé. Donc, dans les écoles, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs. Et je veux pas pointer du doigt une religion en particulier parce que ça peut être des gens qui viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de cultures, où le fait religieux, quel qu'il soit, est plus important qu'au Québec. Parce qu'au Québec, on est de moins en moins religieux. Donc, si on note au fil des ans qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, de plus en plus, plus ils sont religieux, plus sont mal à l'aise avec les homosexuels, c'est certainement pas des Québécois de souche, puisque les Québécois de souche sont de moins en moins religieux. Mais c'est mathématique, Rémi. Tout à fait. Puis là, à la place, ce qu'on fait... Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Parce qu'on est mal à l'aise de faire affaire ces données-là, puis on se dit, ah, mon Dieu, mais on va se contredire parce que nous, on veut plus d'immigration, nous, on veut plus de diversité ethnique. Et là, finalement, on se rend compte que ça vient empêcher une de nos ambitions. Alors, pour essayer de composer avec ça, avec ce dilemme-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invente un problème. Parce que ça, c'est grave, ça aussi. La question du masculinisme, par exemple. Tu le relevais hier avec M. Chapelot. Il n'y a aucune question dans le questionnaire qui porte sur le masculinisme. Pourtant, quand on fait un contrôle F dans le document, une manœuvre informatique pour trouver un mot, le mot masculiniste revient. Mais comment on peut soulever l'idée que ça puisse appartenir à ce qui explique le problème si ça ne figurait pas dans le questionnaire? Là, honnêtement, on n'est pas juste devant un travail mal fait, on est devant des idéologues qui, avec des fonds publics, essayent de passer pour des gens bien et finalement contournent le problème alors qu'ils se disent les gens les plus portés à régler ce problème-là, les gens plus sensibles à ce problème-là. C'est grave, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'en fait, pour être clair, si dans ce même questionnaire, on avait demandé, donc, en plus de demander aux étudiants leur seuil, disons, de malaise ou d'inconfort face à l'homosexualité, et qu'en plus, ce qui est fait, on leur demande leur taux de religiosité. Si on avait une question qui était sur les médias sociaux, consultez-vous régulièrement des comptes de gens qui font la promotion d'une certaine idée de la masculinité. Par exemple, êtes-vous des fans d'Andrew Tate? Êtes-vous des fans des mâles alpha? Et si à ce moment-là, on avait pris les données concernant la fréquentation des masculinistes et qu'on avait fait une relation de cause à effet en disant plus ils vont sur ces sites-là, plus ils se méfient des homosexuels, bingo, j'ai aucun problème que ta conclusion soit celle-là. On sera en train d'avoir une autre discussion. Mais la question n'est pas dans le questionnaire. La question n'est pas là. Écoute, moi, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, OK? Je le précise, ce n'est pas très scientifique. Mais c'est peut-être aussi scientifique que ce rapport-là, par contre. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs écoles secondaires à Montréal, des écoles publiques, dans le réseau public, plusieurs commissions scolaires. Et il y a toujours eu, même quand j'étais élève moi-même, une certaine phase dans l'adolescence chez les garçons où les garçons étaient écœurés par l'homosexualité. Je suis déjà venu en parler ici et je dis pas que c'est normal, mais il se trouve que ça fait partie d'un... Ça existe. C'est ça, voilà. Mais elle a changé, cette phase-là. Parce que premièrement, les questions, elles sont posées par des élèves en classe qui interrompent parfois le cours parce qu'ils ont entendu quelque chose dans l'actualité, qui interrompent le cours pour demander au professeur de se positionner sur les enjeux liés au LGBT. OK? Et ces élèves-là, je le dis, c'est pas très scientifique, ils appartiennent à un certain profil. Je dirais simplement qu'ils pratiquent probablement la religion. Et je préciserai aussi que je ne les accable pas. Ce sont des adolescents, ça vient de leurs parents. Ils vont changer normalement. Sauf que quand il y a trop de gens dans une société, on peut plus faire l'intégration. Et là, on se ramasse dans une classe où ça devient une mode. Ce qui n'avait pas été le cas, je pense, quand moi j'étais à l'école. C'était plus une mode, moi, quand j'étais à l'école. Ça l'avait déjà été peut-être dans les années 60, 70, 80. Et là, c'est redevenu une mode. D'accord. Et je tiens à préciser quelque chose parce que chaque fois qu'on parle de religion et de jeunes, je fais toujours la même mise en garde et je vais la faire encore une fois cette fois-ci. Un enfant n'est pas d'une religion. Dire qu'un enfant est musulman, qu'un enfant est juif, qu'un enfant est catholique, qu'un enfant est israélien, ce serait l'équivalent, selon moi, de dire qu'un enfant est caquiste, libéral, péquiste, conservateur ou démocrate aux États-Unis. On ne viendra pas l'idée de dire à un enfant de 8 ans « t'es républicain ». Donc, mais on le fait avec la religion. Donc, je trouve que c'est important à chaque fois de préciser la religion de leurs parents.
Oui, tout à fait. Hein? Ben oui, Parce c'est que ça. un enfant à 16 ans, peut-être il a son libre arbitre. Un enfant de 12 ans, secondaire 1, n'a pas son libre arbitre. Donc, quand on parle de religiosité, et j'aurais aimé que ce soit mentionné aussi dans le rapport, c'est la religion de leurs parents. Tu es naïve, Sophie. Arrive en 2025, des choses comme ça. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait... brasser la cage, On faire termine de Rémi même. Villemur. T'es naïve, Sophie. Eh oui. Bye. Non, c'est pas fini. Regarde Hugo. Regarde, c'est quoi ce signe-là? Moi, je viens plus souvent, fait que je suis plus du tout habitué Oh, au mais nouveau Sophie, hier, il y avait un point que Vas-y, vous t'as avez... le crotte sur le cœur. Il y a un point que vous avez soulevé par rapport à la comparaison des questions qui étaient dans les questionnaires avant, ça, c'est les important. questionnaires aujourd'hui. Voilà. Donc, il disait comment comparer les deux si on sait même pas si on pose les mêmes questions. Voilà. Tu sais, on crie à l'intolérance puis à la comparaison, mais peut-être qu'on pose des questions qui sont différentes aujourd'hui. Donc, c'est aussi tout à notre fait. lacune. C'est un très bon point. Merci, Cybèle, de le rappeler. C'est que le rapport remis en 2025 nous dit que il y a une augmentation. Si on parle d'une augmentation de l'intolérance à la diversité sexuelle, ça veut dire qu'on compare des comparables. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'on compare exactement les mêmes questions qui ont été posées en 2017 à ces mêmes questions posées en 2024. Or, ce que François Chapelot nous a appris, que moi, j'avais pas noté, c'est qu'elles sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes questions. Donc, comment peux-tu parler d'une augmentation de quelque chose si la question n'est pas la même? C'est comme si, mettons, tu poses la question du référendum, mais tu prends celle de 95, qui est pas la même que celle de 80, puis là, tu dis, ben là, les gens, ils ont changé d'avis. Ben, c'est parce que la question est pas la même. Ouais, mais moi, je me rappelle d'un exemple précis, d'ailleurs, dans l'article de M. Chapelot, c'est qu'on a demandé, avant le rapport de 2025, donc je pense que c'est 2017 ou 2019, quel est votre niveau de malaise par rapport à des homosexuels qui ont un enfant, et là, maintenant, ça s'est transformé en qui élèvent un enfant. Donc, honnêtement, c'est pas la même chose. Effectivement, élever un enfant et avoir un enfant, c'est pas la même chose, exactement. Parce qu'il y a l'adoption, il y a la GPA, il y a toutes sortes de choses, et il y a toutes sortes de raisons, comme le disait M. Chapelot, pour lesquelles quelqu'un peut être mal à l'aise. Ça n'en fait pas un homophobe et certainement pas un transphobe. Merci, jeune homme. Merci beaucoup, Cybèle. C'était une belle émission. Oui, t'as eu une bonne idée. Vendredi, on va essayer de faire une dégustation de produits québécois. On va peut-être être un petit peu paf. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe, merci à vous. À demain.